Bonjour et bienvenue à votre session sur comment mieux exploiter Amazon EC2. Mon nom est Jonathan Dion et je suis un évangéliste technique principal avec Amazon Web Services, basé à Toronto en fait. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler au programme, je vais vous parler des instances EC2. Qu'est-ce que c'est nos instances EC2, les différents types qui existent, où est-ce que ça a commencé pour ces machines virtuelles-là. Par la suite, je veux aller plus en profondeur sur comment optimiser les coûts, comment optimiser la capacité et aller vers un outil de recommandation que vous voulez vraiment porter attention. Et finalement, je veux parler de différentes charges de travail et des exemples de charges de travail qui utilisent des concepts qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Donc, Amazon EC2, il y a plus de 13 ans, a commencé avec l'instance M1. Cette instance M1-là avait un vCPU, un seul, avec 1.7 GB de RAM, ce qui n'est pas beaucoup. Mais c'est ce qui a permis à nos clients quand même de pouvoir payer pour ce qu'ils utilisaient. Donc, s'ils en voulaient plusieurs, ils faisaient juste ajouter des instances et pouvoir réduire ce nombre d'instances-là. 90% de notre stratégie de produit est basée sur ce que nos clients nous demandent, nous veulent, les commentaires de nos clients. Et un de ces commentaires-là, et surtout beaucoup de ces commentaires-là, était « J'ai besoin de d'autres types d'instances. Une seule n'est probablement pas ce que je veux avoir. » Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On en a ajouté beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Bien, les charges de travail, il y a beaucoup de différents types de charges de travail. Et nos clients voulaient avoir accès à un exemple, un CPU, c'est un CPU Intel qu'on utilisait dans ce temps-là, mais avoir un accès à un CPU AMD, avoir accès à une architecture ARM, de pouvoir utiliser une carte graphique NVIDIA, de pouvoir passer d'une instance vraiment petite, nano, à une instance énorme, 32X large. Donc, tout ça était des choses que nos clients nous demandaient. Ils voulaient avoir aussi quelques options, de pouvoir avoir une instance de stockage qui est de l'instance de stockage ou pour pouvoir parler avec notre service de bloc, de service de stockage en bloc, de pouvoir parler avec lui encore plus rapidement. C'est toutes des options qu'ils voulaient avoir. Et c'est pour ça qu'on a plus de 275 types d'instances. Comment est-ce qu'on dénote ces instances-là? On les dénote de façon du côté du CPU, la mémoire, le stockage et les performances réseau. Maintenant, la façon dont ils sont écrits, ça ressemble un peu à ce que vous voyez ici, M5D.Xlarge. M est la famille de l'instance. M5, la 5e génération. Au lieu de vous cacher les générations quand on bouge d'un certain type de CPU vers un autre, on les change. D pour le stockage, pour que vous puissiez avoir du disque attaché à votre instance. Et point. Xlarge. Xlarge veut dire la taille, le nombre de vCPU et le nombre de RAM qui va avec ce type d'instance-là. Si vous allez d'une taille Xlarge à une taille 2Xlarge, vous allez doubler le nombre de CPU, doubler le nombre de RAM, doubler le stockage qui est attaché, si vous avez du stockage qui est attaché à votre instance virtuelle. De ces caractéristiques-là, ça fait qu'on a beaucoup de types d'instances, 275. Maintenant, je vais vous en parler de certaines de nos dernières générations. La première est M5. M5 est un type d'instance qui vous permet d'avoir une instance générale qui vous permet d'avoir un ratio 4:1 entre la mémoire et le CPU. Donc, si vous avez deux CPU, vous devriez avoir 8 GB de RAM. OK, une instance de type M5. Toutes nos instances, vous pouvez les utiliser jusqu'à 100% de leur CPU. On vous charge exactement le même prix si vous utilisez à 100% ou si vous utilisez à 0%. Sauf pour les instances de type T. Les instances de type T, on vous donne une base de performance. Cette base de performance-là, un exemple, 20%. Si vous êtes en dessous de cette base de performance-là, vous accumulez des crédits de CPU. Et si vous allez au-dessus de cette base de performance-là, maintenant, on va utiliser de ces crédits-là que vous aviez mis dans votre banque de crédits pour pouvoir vous laisser burster au-dessus de votre base de performance. C'est le seul qui est un petit peu différent, mais c'est moins cher que les instances M5, ce qui vous permet de pouvoir réduire votre coût de ce côté-là. Si vous êtes intéressé à une infrastructure ARM, il y a les instances A1 que vous pouvez aller utiliser. Instance de mémoire optimisée. Donc, si vous avez besoin de plus de mémoire, un ratio de 8:1 cette fois-ci, les instances R5 vous donnent ça. Donc, si vous avez 2 vCPU, vous allez avoir 16 GB de RAM qu'ils vont avoir, donc beaucoup plus de RAM que de côté vCPU. Si vous avez besoin d'avoir jusqu'à 4 TB de RAM, vous pouvez utiliser des instances X1E.
qui ont un rapport 32:1, qui sont déjà certifiés pour faire des charges de travail SAP. Déjà. Puis, si vous avez besoin jusqu'à 24 téraoctets parce que votre SAP HANA Cluster est vraiment gros, les instances à mémoire élevée est probablement ce que vous voulez aller regarder. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a parlé de mémoire et d'instances générales. On a aussi des instances qui sont du côté du calcul. Vous aidez du côté calcul, regardez l'instance C5. Elle a un rapport mémoire VCPU 2:1. Donc maintenant, si j'ai 16 vCPU, j'ai 32 gigs de RAM. Donc le rapport est vraiment plus minime cette fois-ci, mais vous avez beaucoup parce que vous voulez avoir plus de CPU. Si vous voulez avoir une capacité en gigahertz par thread vraiment élevée jusqu'à 4 GHz, l'instance Z1D est l'instance que vous voulez pouvoir aller regarder. Maintenant, l'instance que je veux vous parler, toutes les instances en fait qu'on a parlé jusqu'à date fonctionnent surtout sur le processeur Intel. Mais si vous voulez utiliser un processeur AMD pour soit réduire vos coûts de 10% avec une performance qui est quand même assez similaire, vous pouvez le faire avec un processeur AMD EPYC. Aussi, on a aussi notre propre processeur qui est un processeur ARM qui s'appelle le processeur Graviton. Le processeur Graviton a commencé avec la génération 1, c'est l'instance A1. Et ce qu'on a créé, c'est le type Graviton 2. Pourquoi est-ce qu'on a créé le type Graviton 2? Pourquoi est-ce qu'on avait vraiment besoin? En fait, c'est parce qu'on a réduit... nos clients nous demandaient plus de capacité. Et pour pouvoir ajouter plus de capacité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit de 16 nanomètres le silicone à un silicone de 7 nanomètres. Et on a maintenant plus de vCPU, jusqu'à 64 vCPU, donc 4 fois plus et 5 fois plus de mémoire. Maintenant, une des autres choses que nos clients nous ont demandé, c'est qu'ils aimaient bien avoir les instances R5, M5, C5, puis pouvoir avoir différents rapports vCPU et RAM. Ils voudraient l'avoir aussi du côté d'une architecture ARM. Et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on a 6 nouvelles instances qui utilisent Graviton 2 qui arrivent en 2020. Ces 6 instances-là sont dénotées M6, C6 et R6. G. Donc, il y a la capacité G qui est en avant, c'est la capacité supplémentaire. Si vous voulez avoir des disques qui sont attachés à ces instances-là, c'est le D qui va être aussi ajouté. Maintenant, ARM, est-ce que c'est si bon que ça? Est-ce que je veux vraiment l'utiliser? Vous voyez en ce moment un standard de l'industrie de charge de travail qu'on a fait, puis qu'on a roulé, qui est le spec Int 2017, puis Nginx MKHD. Mais ce qu'on compare ici en bleu, c'est une instance M5 versus une instance M6G. Première chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a une différence de 20% de réduction des coûts entre une instance M5 puis une instance M6G. En plus de ça, ce que vous pouvez voir, c'est que du côté Spec In 2017, il y a 44% de différence entre les deux. En termes de requêtes par seconde avec Nginx, même avec HTTPS qui est à on, il y a une différence de 24%. Et côté MKHD, une différence de 43%. Donc c'est quand même une différence quand même assez énorme, sans même compter le fait que c'est 20% moins cher ce CPU-là. Alors, OK. Donc, si vous avez... C'est ARM. Donc, ça ne fonctionne pas avec toutes les binaires. Il va falloir que les binaries, il va falloir que vous regardiez, voir si ça va fonctionner pour vous. OK. Maintenant, le prochain type d'instance que je vais vous parler, c'est l'instance de stockage optimisée. Où est-ce que vous voulez avoir un disque qui est attaché à votre instance? Les instances i3 vous permettent d'avoir jusqu'à 3,3 millions d'entrées-sorties par seconde en lecture aléatoire sur votre disque. C'est quand même un bon nombre. Si vous voulez avoir un gros disque d'attaché à votre instance, donc si vous parlez vous avez un serveur, vous avez des disques à l'intérieur qui sont attachés directement à ce serveur-là où est-ce que vos instances run. C'est ça où est-ce que, c'est là où i3 utilise ce principe-là, du stockage d'instances. Mais si vous voulez avoir des gros disques, D2 peut vous aider, qui a le coût le plus bas, puis un coût un peu plus élevé parce qu'il y a plus de CPU puis plus de RAM qui est attaché. Le type d'instance H1 vous aide de ce côté-là. OK, on a parlé de stockage. On a parlé de processeur, on a parlé de mémoire, on a même parlé de type de CPU. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre avec les instances EC2? Il y a NVIDIA, des cartes graphiques. Peut être capable de pouvoir faire, si vous avez un workload de machine learning, vous voulez peut-être vouloir avoir accès à une carte NVIDIA. Puis une carte NVIDIA, une Tesla V100, qui vous permet d'avoir jusqu'à 5120 coups de cores, puis 640 tensor cores.
C'est ce que l'instance P3 vous donne accès. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 de ces cartes-là. Maintenant, c'est une carte graphique qui est haute de gamme. Si vous voulez avoir quelque chose qui est un peu plus médium, parce que vous faites juste du rendu 3D ou vous avez un bureau de machine virtuelle, puis un bureau virtuel, right? Puis vous voulez faire un petit peu de graphisme de ce côté-là, les instances G3 et G4 sont pour vous. Si vous voulez coder votre propre FPGA Xilinx, l'instance F1 est l'instance à regarder. Vous pouvez même le coder avec du VHDL, en Verilog ou en OpenCL. Ils sont tous disponibles pour pouvoir aller l'utiliser. Et, bonus, Xilinx, ça vient du Canada, donc c'est quand même bien de ce côté-là. Maintenant, ce que je voudrais vous parler, c'est une autre instance, un autre type d'instance qui est basée sur une puce qu'on a créée qui s'appelle la AWS Inferentia. AWS Inferentia vous permet d'avoir jusqu'à 128 téraopérations par seconde. Donc, c'est une puce faite pour faire de l'inférence. L'inférence, c'est quand j'ai un modèle et j'envoie des requêtes au modèle pour pouvoir utiliser mon modèle. On appelle ça une inférence. De ce côté-ci, les chips de Inferentia, pour pouvoir y avoir accès, vous pouvez utiliser des instances INF1 pour le faire. Et ces instances-là peuvent aller jusqu'à 2000 téraopérations par seconde. Et ça, comparativement à une instance G4, il y a une différence de 40% entre les deux. Et ça fonctionne sur les major frameworks comme TensorFlow, PyTorch et MXNet. Donc, vous pouvez continuer à utiliser ce que vous utilisez déjà. OK. Maintenant, toutes ces instances-là ne seraient pas là sans avoir un hypervisor. Donc, parlons un peu de notre hypervisor. On utilise la plateforme AWS Nitro System. Cette plateforme-là, c'est quelque chose qu'on a créé au travers des années, puis qu'on a migré certaines de nos instances. Nos dernières générations d'instances roulent sur la plateforme de Nitro. Puis, Nitro, ce qu'on a découvert, c'est que une plateforme un hypervisor a besoin de faire tellement de choses. Contrôler les CPU, contrôler un VPC, contrôler le stockage. Il y a tellement de différentes choses que vous devez prendre en compte que ça devient un peu faire un changement, ça impacte tellement de différentes choses. C'est pour ça on l'a créé pour qu'il devienne un peu plus modulaire. Une carte Nitro pour VPC, une carte Nitro pour EBS, une carte Nitro pour la sécurité, du côté de cette puce de sécurité-là, qui nous permet de minimiser la surface d'attaque du côté de la sécurité. Donc, toute la portion de sécurité se fait à l'intérieur de cette puce-là, qui est maintenant mise de côté matériel. Puis, le hyperviseur lui-même est extrêmement léger, qui vous permet même il ne consomme pas beaucoup de CPU et de RAM, qui vous permet d'avoir accès presque total au serveur lui-même, de devenir bare middle sur le serveur. Donc, c'est ça cet investissement-là dans le Nitro Hypervisor nous a permis d'avoir tous ces différents types d'instances-là et ces fonctionnalités-là. Maintenant, on a parlé d'instances EC2, mais maintenant, allons parler un peu de stockage. Du côté de stockage, on a le stockage d'instance. J'en ai déjà parlé. C'est de l'instance qui est attachée à votre système, à votre instance EC2. Puis, la seule chose avec ça, c'est si l'instance était pour disparaître. Comment? Vous faites un stop et vous faites un start. Ce qui se passe, c'est qu'on va bouger de hypervisor. En faisant ça, le disque ne suit pas. Donc, c'est un disque qu'on appelle éphémère, le stockage d'instance. Vous devriez uniquement vous assurer de mettre des choses que c'est correct de perdre ou qui sont déjà répliquées. Si vous voulez quelque chose qui est persistant, c'est là que EBS rentre en compte. EBS est au travers du réseau. Donc, vous parlez au travers du réseau pour aller parler à ce système de stockage en bloc-là. Et il est répliqué à l'intérieur de la même zone de disponibilité. Si vous voulez répliquer votre data au travers de plus d'une zone de disponibilité, c'est là que vous utilisez des instantanés pour faire vos backups. Maintenant, des nouvelles améliorations qu'on a faites du côté de EBS. La première était de changer le chiffrement par défaut. Maintenant, le chiffrement par défaut, en fait, le chiffrement n'était pas fait par défaut. Vous aviez à cliquer une checkbox, mettre un drop-down de pouvoir aller dire « Oui, je veux aller faire cette chose-là ici ». Mais maintenant, on a changé ça et maintenant c'est un chiffrement qui est... En fait, vous pouvez changer le par défaut. C'est ça la nouvelle fonctionnalité. Où est-ce que vous pouvez maintenant vous assurer que vos utilisateurs ne feront pas une erreur en ne mettant pas le chiffrement parce qu'il est là par défaut. Fast Snapshot Restore, ce que ça vous permet, c'est que quand vous prenez un instantané et vous faites un restore de l'instantané, vous avez une étape de préchauffage à faire pour avoir accès à tout le data qu'il y a à l'intérieur du disque.
Avec les Fast Snapshot Restore, vous n'avez pas besoin de faire ça parce qu'on les garde préchauffés pour vous. Mais il y a un coût associé à ça. Et on a aussi ajouté de la bande passante entre les instances EC2 et les instances EBS jusqu'à 19 gigabits par seconde. On a incrémenté ça jusqu'à de 36% dans les dernières générations d'instances. OK. Fini de parler de nos instances. Maintenant, ce que je voudrais vous parler, c'est comment optimiser les coûts et la capacité du côté AWS. Donc, je vais parler de 3 piliers. Coûts, capacité et recommandations. Commençons du côté des coûts. Du côté des coûts, il y a plusieurs options d'achat du côté Amazon EC2. À la demande, réservé, des savings plans, puis instance spot. À la demande. À la demande, vous payez à la seconde quand vous utilisez. C'est au moment que vous voulez utiliser votre instance. Réservé, les instances réservées, vous faites un engagement de 1 ou 3 ans et vous dites exactement le type d'instance que vous voulez utiliser. Et on vous donne un discount jusqu'à 72% comparativement à la demande. Donc, c'est quelque chose à penser. Mais il y a une meilleure façon, Savings Plan. Je le garde, je vous en parle dans ma prochaine diapositive. Pour le moment, je veux juste vous mentionner un peu Instance Spot. Les instances Spot, c'est qu'on vous permet de pouvoir avoir un discount qui est quand même assez élevé, un rabais jusqu'à 90%, pour que vous puissiez 90% du prix à la demande. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, on a des instances qui ne sont pas toujours utilisées. Il faut qu'on en ait assez pour que n'importe qui veut pouvoir aller ajouter une nouvelle instance puisse aller le faire. En faisant ça, le problème que ça nous cause, le problème ici, c'est que on a des instances qui ne sont pas utilisées. Comment est-ce que je peux vous convaincre de vouloir les utiliser? Un rabais de 90%? Aller l'utiliser à 2 heures du matin ou l'utiliser en plein milieu de la journée, c'est peut-être une bonne idée. Donc, c'est pour ça qu'on a nos instances spot. OK. Maintenant, introduisons les Savings Plans. Savings Plans vous permettent d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Une flexibilité comparativement aux instances réservées. Et allons parler un petit peu de ça. Il y a 2 types de Savings Plans. Il y a des Savings Plans EC2 Instant Savings Plan, puis il y a des Compute Savings Plan. Le EC2 Instant Savings Plan, ce que ça vous permet d'avoir, c'est avoir un discount jusqu'à 72%. Même chose que ce que les Reserve Instances vous permettaient d'avoir. Mais celle-ci, vous pouvez dire qu'une famille d'instances, je vais avoir une instance C5, et maintenant vous committez à un montant d'argent. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est utiliser des instances C5 assez pour aller au-dessus du montant d'argent que vous avez commité, et ça va vous donner votre rabais jusqu'à 72%, ce qui est quand même très bien. Maintenant, vous pouvez même passer de Linux à Windows. OK, ça c'est quand c'est une instance. Je peux pas, si je veux transiter de C5 à M5, c'est là où est-ce que le Compute Savings Plan arrive. Lui a uniquement 66% de rabais, un peu plus bas que le 72%, mais maintenant avec Compute Savings Plan, ce que vous pouvez faire, c'est pouvoir transiter de M5 à C5, pouvoir transiter de région, aller n'importe où est-ce que vous voulez, et même utiliser, au lieu de juste EC2, vous pouvez maintenant utiliser Fargate, qui est notre service de container qui est sans serveur, puis Lambda, qui est notre service de calcul sans serveur complètement. Donc, vous pouvez transiter entre ces trois-là tant que votre spend, le nombre d'argent que vous avez commité à utiliser, est là. OK, allons du côté des instances spot maintenant. Instance spot, je vous l'ai dit, 90% de discount que vous pouvez avoir, mais il y a une seule petite chose à comprendre, c'est qu'il y a 2 minutes un signal pour terminer l'instance qui pourrait arriver. Si on a besoin de revoir la capacité, parce que le monde à la demande en veut plus, donc on a besoin de la réclamer de vous. Pour aller la rechercher, maintenant, vous avez 2 minutes pour quitter les lieux. Donc, ça fonctionne peut-être pas pour tous les workloads. En fait, il y a 2 types de workloads qui fonctionnent bien, et c'est la flexibilité qui rentre en jeu. Une flexibilité du côté si vous êtes sensible au temps ou insensible au temps. C'est les 2 types de workload qui pourraient rouler sur les instances spot. Quand vous êtes sensible au temps, ça veut dire que vous voulez rouler maintenant et finir maintenant. Donc, vous voulez avoir une flexibilité en termes d'instances et une flexibilité au niveau des régions. Utilisez n'importe quelle région et n'importe quel type d'instance. Je veux finir maintenant. Donc, plus que vous avez de capacités, mieux que c'est. Plus que vous allez être capable d'avoir vous ne vous ferez pas interrompre autant que si vous utilisez un seul type d'instance. Mais si vous avez un besoin particulier
et que vous n'êtes pas sensible au temps. Vous voyez du machine learning, c'est correct, je vais attendre demain pour faire mon training encore une fois. C'est là où est-ce que la flexibilité en temps entre en jeu. Et maintenant, vous pouvez aller dire, oh, OK, si ça s'exécute uniquement pendant ce temps-là, si je veux juste l'exécuter ma flexibilité de temps, right, c'est correct, je peux avoir un seul type d'instance. Et j'ai pas besoin d'aller au travers de beaucoup. Maintenant, cette interruption-là, en fait, c'est juste 5% des instances spot dans les 3 derniers mois qui se sont fait interrompre. C'est pas un énorme nombre, mais il faut que vous soyez prêts. Si vous voulez être prêt du côté des instances EC2, vous pouvez utiliser les méthodes données qui sont disponibles de l'intérieur de vos instances ou d'utiliser les événements CloudWatch. C'est une autre façon de pouvoir faire ça pour aller hiberner votre instance. Ça fonctionne aussi avec ECS, qui est notre Container Management System, pour soit Kubernetes ou ECS, EKS ou ECS, comprennent qu'est-ce que c'est des spot instances. Donc, ils comprennent que le host va partir et il va falloir bouger le conteneur vers un autre host. Ils comprennent de ce côté-là. OK, maintenant, je vais parler de capacité. Comment agrandir la capacité? Pour optimiser Amazon EC2, vous pouvez combiner les options d'achat. Donc, combiner les instances réservées, les savings plans, avec les instances à la demande, avec les instances spot. Mais comment est-ce que je peux faire ça? Avec Autoscaling. Autoscaling fait le dimensionnement automatique de vos instances. C'est ça le but de Autoscaling. Et une de ces features-là vous permet de mettre ensemble les savings plans, les instances réservées, à la demande et spot. Maintenant, une parenthèse. Instance réservée et à la demande, c'est déjà pris en compte du côté à la demande. Le discount s'applique automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de penser à la différence entre à la demande et instance réservée et savings plan. C'est correct, utilisez à la demande. Mais spot et les instances à la demande, il y a une petite différence. Auparavant, dans le passé, il fallait que vous utilisiez plus qu'un auto-scaling group parce qu'on ne vous laissait pas pouvoir les mettre tous ensemble. On a changé ça. Maintenant, vous pouvez les mettre tous ensemble, ce qui est quand même super bien. Mais il y a un seul petit problème. Si vous regardez ce que je vois ici, j'ai une instance M5 large avec une instance C4 large et C4X large. Ils n'ont pas le même nombre de CPU, ils n'ont pas les mêmes capacités. Mais si j'envoie le même trafic à chacune de ces instances-là, il y en a qui vont se ramasser à avoir beaucoup moins d'utilisation. Donc, ce qu'on a ajouté, c'est un poids. Maintenant, vous pouvez ajouter un poids, comme j'ai ajouté un poids de 8 pour l'instance M4 2X large, qui est 2 fois plus que le poids de 4 qui est pour l'instance M4X large. Donc maintenant, ça va pouvoir se faire distribuer d'une bonne façon. Revenons à ma diapositive que j'avais un peu plus tôt et continuons à parler des instances spot et on-demand. Quand vous utilisez un mix de ceux-là ensemble, ce que vous faites, c'est que vous mettez un point à la base, une base que vous voulez avoir, qui sont peut-être vos instances réservées ou vous dites juste qu'est-ce que c'est à la demande. Une fois que vous avez finalement décidé qu'est-ce que c'est à la demande que vous voulez utiliser, la prochaine étape est de dire combien en pourcentage vous voulez en on-demand, puis combien vous voulez en pourcentage en instance spot. OK. Maintenant, instance spot. Vous vous rappelez qu'il y a deux, vous pouvez être sensible au temps ou insensible au temps. Si vous êtes sensible au temps, mais vous allez vouloir utiliser les capacités optimisées. Parce que capacité optimisée, c'est un setting que vous pouvez donner à votre instance. Ce que ça vous donne, c'est que on va chercher l'instance, peu importe l'instance, on va essayer de trouver l'instance qui a le plus de capacité pour réduire les interruptions. Si vous voulez aller voir un coût le plus bas, vous utilisez ce type d'allocation-là ici, qui est coût le plus bas. Puis, du côté on-demand, si vous voulez utiliser un seul type d'instance, mais si cette instance-là n'est plus disponible dans une certaine zone de disponibilité, aucun problème, vous pouvez faire ça en utilisant une liste de priorités. OK, prenons un exemple ici. Mon exemple, j'ai une capacité désirée de 12. Je ne veux pas avoir d'instance on-demand, c'est le 0, 0, vous voyez là. Je dis exactement c'est quoi les types d'instances que je veux avoir et je dis que j'ai une spot allocation strategy de capacity optimize. Je veux optimiser la capacité. Dans chacune de mes zones de disponibilité, vous voyez mes instances et qu'est-ce que c'est leur capacité à l'intérieur de cet environnement-là. Donc, dans la première zone de disponibilité, AR5 a beaucoup plus, avec la barre que vous voyez, beaucoup plus de capacité que les autres. Donc, nos 4 instances dans cette zone-là, parce que j'en veux 12, il y a 3 zones de disponibilité, donc 4, je vais les mettre des AR5. Dans ma deuxième zone de disponibilité, même si M4 large a le coût le plus élevé, c'est celle-là qui a le plus de capacité. Alors, c'est celle-là qui va être utilisée, parce que c'est ce que vous avez choisi.
Maintenant, Spot s'intègre avec beaucoup de services de AWS et je vais en parler dans mes exemples de charge de travail dans un instant. Et il s'intègre aussi avec plusieurs partenaires et avec plusieurs outils de third parties, des outils third parties ici. Et je vais en parler aussi dans une de mes charges de travail un peu plus tard. Le prochain que je veux vous parler, c'est le pilier et la recommandation. Qu'est-ce qu'on a qui peut vous aider du côté de la recommandation? On a un service qui s'appelle le Compute Optimizer. Le Compute Optimizer, on a créé des modèles en utilisant le machine learning pour pouvoir prédire qu'est-ce que c'est votre usage. Et on est capable de vous recommander le type d'instance sur jusqu'à 5 familles d'instances, 140 types d'instances. Et ce que ça peut vous aider à faire, c'est réduire votre coût jusqu'à 25%. Ce service-là est gratuit. C'est quelque chose que vous voulez vraiment aller voir. La façon dont ça fonctionne, c'est que il prend 2 semaines de votre data et maintenant le passe au travers de ce modèle de machine learning-là pour pouvoir maintenant prédire qu'est-ce qui se passe dans les 2 premiers jours et même vous le grapher. Donc, vous pouvez voir, ça serait quoi le CPU si, selon la prédiction que le machine learning model a fait. C'est gratuit. Allez lui porter attention. OK. On a parlé de beaucoup de différents concepts aujourd'hui et je voudrais pouvoir les inclure dans différentes charges de travail qu'il y a du côté AWS. La première charge de travail que je veux parler, c'est une architecture de référence du côté pour Big Data. On a un service qui s'appelle EMR, qui est un Managed Hadoop Environment. Et où est-ce que je pourrais rouler Spark, par exemple Hive et Pig, etc. Puis, à l'intérieur d'un Hadoop Environment, normalement, vous allez avoir un master node, des core nodes. Donc, les core nodes si vous utilisez HDFS, ils vont contenir du data. Donc, ces deux-là, je veux qu'ils restent. Donc, eux, je vais probablement utiliser à la demande ou des savings plans pour ces 2 types d'instances-là. Mais pour les instances de processing, les task nodes, eux, Spot, c'est bien correct. Et EMR comprend comment faire pour pouvoir utiliser des instances Spot pour les flottes de tasks et se dire, oh, OK, ben, la tâche n'a pas fonctionné. On le dit au master, le master va juste réexécuter la tâche parce que l'instance, elle s'est juste fait terminer. Right? On a eu une interruption, ce qui est correct. OK. DevOps. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose qui peut aider? Est-ce que Spot va vraiment pouvoir aider quelque part dans le DevOps? Mes outils. Avez-vous déjà entendu parler de Jenkins? Jenkins, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez un master et vous avez des agents Jenkins. Les masters, vous voulez probablement les avoir dans des instances savings plan ou à la demande. Mais pour les agents, ça spin un agent, va exécuter la tâche et maintenant l'agent peut partir. Right? Je suis en train de compiler ce que je veux le faire. Donc, il y a un plugin pour Jenkins qui s'intègre avec Spot. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup d'outils qui s'intègrent déjà avec les instances Spot que vous pouvez directement utiliser. Le dernier type de charge de travail est une application web. L'application web, non. Ça, il faut toujours que ça soit on. Ça ne peut pas partir. Ah oui? Voici un exemple. Un exemple ici où est-ce que la seule chose que vous avez à vous soucier, par exemple, c'est de vous assurer que vos instances ou vos conteneurs, comme je l'utilise en ce moment, vos conteneurs soient sans état. Ce qui veut dire que l'état de ce qui se passe à l'intérieur du serveur, par exemple, si vous avez un shopping cart, puis vous ajoutez une TV, puis un tricycle, etc., mais ça, ce cart-là ne devrait pas être stocké à l'intérieur de l'instance, il devrait être stocké à l'extérieur, comme je le montre dans mon graphique ici. Les données d'état de session sont stockées à l'extérieur. Ce qui veut dire que même si mes spot instances s'en vont, j'ai pas de problème. Et avec auto-scaling, ça va automatiquement aller m'en rajouter d'autres après, une fois que ma capacité va pouvoir être revenue. Donc, j'ai pas une peur de perdre l'état de session et c'est correct de pouvoir perdre certains de mes conteneurs, certains de mes hosts. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, oui, même les web servers peuvent fonctionner. OK. Pour conclure de ce qu'on a parlé aujourd'hui, la première chose, vous devriez vous assurer que vous utilisez le bon type d'instance EC2 pour votre workload. Et si vous skippez à le point clé et retenir numéro 4, utilisez Compute Optimizer pour vous aider à avoir des recommandations du côté de prendre le bon type d'instance. Mais il lui faut au moins 2 semaines de charge de travail à la normale pour pouvoir voir et vous recommander un autre type d'instance et vous montrer combien que vous pourriez sauver.
souvenez-vous que vous avez des instances spot et des savings plans qui peuvent réduire votre prix. Donc, vous pouvez aller innover plus rapidement parce que vous avez pas peur d'avoir un bill beaucoup plus haut parce que vous utilisez juste des instances spot pour un certain training de machine learning, par exemple. N'oubliez pas d'utiliser auto-scaling avec les instances spot pour automatiquement pouvoir les enabler, automatiquement pouvoir en ajouter d'autres et en les réduire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe de compte AWS qui est là pour vous aider. Maintenant, si vous voulez en apprendre plus, il y a un site web qui s'appelle aws.training où est-ce qu'il y a énormément de cours sur toutes les choses qu'on a parlé aujourd'hui ensemble, où est-ce que vous pouvez aller prendre et en apprendre encore plus davantage sur chacun de ces services-là. C'est gratuit, donc ça serait peut-être une bonne idée d'aller les voir. Et si vous voulez avoir un cours avec un instructeur en classe, on a un cours en français qui s'appelle Architecture sur AWS qui traite de beaucoup des choses qu'on a parlé aujourd'hui ensemble. Et sur ce, je voudrais vous dire merci d'avoir assisté à ma présentation et j'espère que cette présentation-là était valable pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Merci, à la prochaine!